Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Alors de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Eh bien du play-in. Ce play-in qui pose tant de débats en NBA. Certains le trouvent très bon pour la saison de NBA. D'autres trouvent que cet élément qui a été rajouté l'année dernière ne devrait pas exister. Et pourtant, il est bien là et il commence dès demain avec les premiers matchs au niveau de la conférence Est. C'était une saison qui était chargée. Ça y est, la saison régulière est terminée. Elle s'est terminée hier soir avec les 15 derniers matchs. On a le classement final, que ce soit dans la conférence Est ou dans la conférence Ouest. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la conférence Est. Donc oui, les 76ers terminent premier, les Nets deuxième. Les Bucks finissent troisième. La surprise, la très très grosse surprise de cette saison, c'est les Knicks qui terminent quatrième de la conférence Est et qui du coup auront l'avantage du terrain lors du premier match. Premier match qui les verront s'opposer à Atlanta, aux Hawks qui ont, malgré leur victoire hier soir, terminent donc cinquième. Les joueurs de Miami, le Heat, termine du coup 6e et affrontera les Bucks au premier tour. Ce sont les deux premières affiches que l'on connaît au niveau des playoffs. Et puis pour le play-in, on connaît les affiches. On connaît les deux affiches qui auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. On aura un très alléchant Washington Wizards contre les Boston Celtics. Et puis un petit peu plus tard, on aura aussi les Charlotte Hornets qui affronteront les Pacers. Alors on va s'intéresser déjà à cette première rencontre entre le 7e et le 8e. Je vous rappelle, le vainqueur de ce match sera qualifié en 7e position pour les playoffs et donc affronteront les Brooklyn Nets. Donc les Wizards ou les Celtics. Hier soir, Brad Stevens a déclaré à la fin de leur défaite, après leur défaite 96-92 face aux Knicks, que la clé serait de savoir comment nous allons nous entraîner demain, quelle sera notre mentalité et comment on va se préparer, parce que effectivement c'est un petit peu un élément nouveau pour ces Celtics qui avaient été jusqu'en finale de conférence l'année dernière. Alors très clairement, si les Celtics ne parviennent pas à se qualifier pour les playoffs, c'est un accident industriel, très clairement. Leur saison a été très compliquée. Saison très très compliquée pour les Celtics avec des blessés, avec des joueurs absents pour cause de Covid. On pense notamment à Jason Tatum qui a aussi eu du mal, qui a toujours du mal à se remettre du Covid. Parce qu'il a avoué plusieurs fois devoir prendre de la ventoline avant chaque match, tellement les effets de cette pourriture, si on peut appeler ça comme ça, sont encore présents dans son organisme, et on parle quand même d'un athlète de très très haut niveau. Donc je vous rappelle, les Celtics doivent gagner ce match pour pouvoir aller en play-off, tout comme les Wizards. Selon le Basketball Power Index d'ESPN, oui, ce sont les Celtics, pardon, lapsus révélateur. Ce sont les Celtics qui ont l'avantage dans ce match et qui devraient, en toute logique, se qualifier. Alors les Celtics ont terminé 7e, après avoir terminé la saison régulière à 50% en termes de bilan, avec 36 victoires pour 36 défaites. C'est une position qui est super avantageuse au final, parce que même si ils n'arrivaient pas à battre les Wizards demain soir, ils auraient une deuxième chance et à nouveau au TD Garden pour se qualifier pour les playoffs en 8e position face au vainqueur du match entre les Hornets et les Pacers. Alors les Celtics cette saison face aux Wizards, c'est quoi le bilan ? Il y a eu
3 affrontements, 2 victoires pour les Celtics, une victoire pour les Wizards. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était le 28 février dernier. Jason Tatum était là et c'est lui qui a été ultra décisif et ultra clutch dans la rencontre. Victoire 111-110 des Celtics avec un panier à moins de 5 secondes à jouer pour Jason Tatum. Il avait alors marqué 31 points. À ce moment-là, les Celtics étaient privés de Jaylen Brown qui était absent pour une douleur au genou gauche. Et ce sera également le cas demain soir pour ce match de play-in. Oui, c'est une donnée extrêmement importante, surtout d'un point de vue défensif. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Bon, après, les Celtics ne sont pas non plus complètement dépourvus dans leurs 5 majeurs. Ils auront toujours Evan Fournier, toujours Kemba Walker, Jason Tatum et Marcus Smart. Mais voilà, c'est un élément à prendre en compte. On le sait, à l'arrivée en playoff, généralement, le momentum, la lancée sur laquelle arrivent les équipes est super importante. Et là, pour le coup, entre les deux équipes, on est sur 2 trajectoires qui sont vraiment complètement différentes. Les Wizards, pour clôturer leur saison, ils ont un super bilan. Donc, si on reprend les 15 derniers matchs, de 10 victoires pour 5 défaites, menés par un Russell Westbrook juste monumental qui a battu le nombre de triple-doubles en carrière, le record d'Oscar Robertson. Euh, il a su porter cette équipe. Littéralement, c'est lui qui l'a porté. Bradley Beal était absent sur les dernières rencontres. Alors Bradley Beal a joué hier soir. On l'a senti un petit peu en dedans, un petit peu comment dire, un petit peu sur la défensive. On avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'y aller à fond. Il revenait tout juste de sa blessure. On a appris qu'il allait jouer même pas une demi-heure avant le début de la rencontre. Donc un démarrage un petit peu difficile pour Bradley Beal qui a raté des paniers faciles, des lay-ups quasiment tout fait. Puis la machine s'est mise en route. Hein. Il termine quand même meilleur marqueur de son équipe hier soir. Donc plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour les Wizards qui vont pouvoir compter sur leur duo pour pouvoir jouer cette équipe des Celtics qui, elle, en fait, est à l'exact opposé de ce que les Wizards ont fait là, sur les derniers matchs. Si on prend sur les 15 derniers matchs, toujours la même chose, ils n'ont que 5 victoires en 15 matchs. C'est très très compliqué, il y a eu des défaites surprises notamment contre Cleveland. On ne sent pas forcément les Celtics en maîtrise et sûrs de leur basket. Alors tout au long de la saison, on pourrait vous ressortir les mêmes arguments qu'on a sortis quasiment toute cette saison. Le secteur intérieur est complètement laissé à l'abandon. Ce qui fait qu'en défense, ça devient compliqué. Et c'est là où l'absence de Jaylen Brown va être primordiale, va être ultra importante. Parce que là, c'est Tristan Thompson qui va assumer la grosse partie dans la raquette. Depuis que Daniel Theis est parti aux Bulls dans l'échange pour Evan Fournier. Donc défensivement, ça va être compliqué parce qu'en face, ils ont quand même 2 joueurs qui sont capables de scorer à peu près à n'importe quel moment dès qu'ils ont le ballon. Donc il va falloir qu'ils soient super sérieux. Il va falloir que les Celtics jouent leur meilleur basket parce que c'est pas une série. On n'est pas sur une série de 7 matchs. On est sur un seul match. Donc c'est du win. Alors c'est presque du win or go home. Mais là, c'est plus win et go to the playoffs. Mais sur une série, les Wizards pourraient en prendre un. Sur une série de 7, ils auraient largement pu en prendre un. Donc, ils pourraient très bien prendre celui-ci demain soir. Donc voilà, si on continue de donner des arguments en faveur un petit peu de Washington, parce que c'est un petit peu ce qui se dessine quand même. Bradley Beal, c'est le 2e meilleur scoreur de la saison. Il va avoir eu une journée de repos. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça a été un grand scoreur. Il s'est trouvé un passeur parfait en la personne de Russell Westbrook. Donc, ces deux joueurs-là, on les sent capables de battre à peu près n'importe qui sur un seul match. Sur un seul match, tout peut arriver. Les Celtics restent quand même les immenses favoris de la rencontre. On va pas dire le contraire, mais ça va être extrêmement serré. Et on a hâte de voir ça, mais il va falloir vraiment hausser le niveau de jeu. Il faudra un énorme Jason Tatum. Et il faudra que tout le monde réponde présent. Alors si on devait se mouiller, moi je dirais bien quand même que Washington pourrait créer la surprise demain soir. Sur un match extrêmement serré comme ça avait pu être le cas lors de leur dernière confrontation. Euh, les Celtics, alors ils ont l'expérience, mais Westbrook aussi a pas mal d'expérience en termes de matchs en jeu, en termes de playoffs. Donc vraiment, difficile à dire, mais je sens pas les Celtics. Je les sens pas prêts et je crains l'accident industriel dans ce play-in. Donc voilà, moi si je me mouille, c'est Washington qui passerait demain soir. Deuxième affiche entre Indiana et Charlotte. Alors Charlotte qui était huitième hier soir et qui avait toutes les cartes en main pour terminer à nouveau huitième. Ils ont joué contre Washington et Washington a fait ce qu'il fallait pour remporter ce match. Du coup, les trois équipes étaient à égalité entre Washington, Indiana et Charlotte. Ce qui fait que Charlotte est descendue à la 10e place. Donc, peut-être sur les trois, c'est un peu eux les grands perdants de la dernière journée. Mais voilà. Alors, sur ce match, par contre, effectivement, là, on parle d'un winner go. Le vainqueur peut continuer de rêver à jouer les playoffs. Le perdant termine 10e et sera en vacances, demain soir. Alors les Pacers, ils ont un avantage. Ils travaillent quand même avec Domantas Sabonis, qui fait une saison à nouveau All-Star, deuxième saison consécutive en termes de All-Star, 20,2 points de moyenne, 11,9 rebonds, 6,7 passes décisives par match. Alors il n'a pas eu de chance parce qu'il a été quand même pas mal blessé toute cette saison, des blessures assez tenaces. Mais il était là à la fin et on parlait de momentum et Indiana est largement capable sur un seul match de faire déjouer n'importe qui. Alors l'autre joueur, mais cette fois-ci qui va manquer, et ça ce sera un gros point en leur défaveur, c'est Miles Turner, l'un des très très bons contreurs de la ligue. Il a pas assez joué, il a pas beaucoup joué au final depuis. Il a joué qu'une seule fois depuis le 6 avril. Donc ça fait plus d'un mois qu'il a quasiment pas joué. Alors il peut pas être considéré comme le meilleur contreur de la ligue. Et là, Cocorico, c'est notre ami Rudy qui termine meilleur contreur de la ligue cette saison. Mais Miles Turner a quand même une moyenne de contre par match absolument monumentale à 3,4. Et aussi, c'est là où on va voir que c'est une perte quand même non négligeable pour la franchise, c'est qu'il était à 12,6 points de moyenne et 6,5 rebonds. Donc, grosse perte en défense, et on l'a vu. Indiana concède énormément de points lorsqu'il n'est pas là, beaucoup plus que quand il est présent. Si on rajoute à ça, on a Malcolm Brogdon aussi, qui a raté les 10 derniers matchs des Pacers en saison régulière, mais a priori il devrait revenir. Et heureusement, parce qu'avec 21 points de moyenne, 5,3 rebonds et 5,9 passes décisives par match, s'il revient à son meilleur niveau, les Pacers partent avec un bon avantage sur le parquet. Et puis voilà, ils ont cet effectif, ils ont d'autres contributeurs super clés, comme le nouveau venu Caris LeVert, qui revient petit à petit
et déjà 21 points de moyenne. On a Doug McDermott, on a Justin Holiday, TJ McConnell. Bon, voilà. Encore une fois, je pense que sur un match, les Pacers sont largement capables de faire ce qu'il faut, euh, d'amener l'intensité défensive qu'il faudra. Parce qu'en face, ils ont quand même un rookie qui a surpassé tout ce qu'on pouvait attendre de lui, en la personne de LaMelo Ball. Alors les Hornets ont perdu 5 de leurs 5 derniers matchs de la saison régulière. Donc ils se sont un petit peu, pour le coup, c'est vrai qu'ils se sont un petit peu tiré une balle dans le pied. S'ils sont 10e aujourd'hui, c'est vraiment à cause de cette fin de saison plutôt moyenne. Mais il avait été absent, donc c'est vrai qu'avec son absence, les Hornets ont eu un petit peu plus de mal. Mais il a joué tout au long du mois de mai et il a affiché une moyenne de 15 points, 15,7 points, 5,9 rebonds et 6,2 passes décisives par match sur la saison. Et alors il est dans tous les highlights que vous avez pu voir, qu'on a pu vous poster sur les réseaux, avec des passes qu'on n'avait pas vues à mon avis depuis un bon moment. Moi je me souviens pas avoir vu de telles passes depuis un bon moment en NBA. Et puis si ça vient en plus d'un rookie, c'est très bien. La ligue est entre de très bonnes mains et ça fait plaisir à voir, ça fait du joli spectacle. Côté Hornets, on a qui d'autre? On a Terry Rozier qui fait aussi une saison magnifique, qui est arrivé enfin au niveau auquel les Hornets l'attendaient quand ils l'ont choisi, avec 20,6 points de moyenne. Il réussit quand même, il a une très bonne réussite à 3 points, plutôt bonne, à 38,9%. Donc il sera quand même une arme redoutable, et les Pacers devront faire attention parce que à longue distance, mi-distance et longue distance, les Pacers ont toujours un petit peu de mal à défendre sur ces types de shoots. Donc il devra y avoir une vigilance un peu plus accrue de la part des Pacers sur Terry Rozier. Et puis on, on compte quand même Devonte Graham, même s'il a été quand même pas mal blessé, PJ Washington, Miles Bridges et Malik Monk. On a quand même des joueurs on a quand même deux équipes qui ont d'un niveau certainement sensiblement égal. Euh, Gordon Hayward, lui, il a été important, mais il n'a pas joué depuis le 2 avril. Ça m'étonnerait qu'il revienne pour le play-in. Voilà. Avec Gordon Hayward, peut-être que les Hornets avaient une chance supplémentaire de pouvoir se qualifier. Maintenant, voilà. Si là, en tout état de cause, ça va être un match très équilibré aussi. Hein. Ces deux matchs de play-in sont très très équilibrés. Donc voilà. Et si on regarde sur la saison régulière, si on fait un petit récap des matchs, il y en a eu 3 entre ces deux équipes. Et ben avantage Hornets avec 2 victoires pour une défaite, et notamment la dernière sur le 2 avril, les Hornets avaient gagné 114-97. Le 27 janvier, les Pacers avaient gagné 116-106, avec une bonne performance de Sabonis malgré un problème au genou. Il avait terminé en triple-double à cette occasion. Les Hornets, le 29 janvier, gagnent 108-105. Et puis du coup, le 2 avril dernier, 114-97. Mais voilà, donc sur la saison Hornets, sur le momentum, on va dire Indiana. Sur la consistance des deux équipes, sans doute Indiana. On l'a vu hier, au moment où il fallait... à mon avis, l'expérience d'Indiana pèsera peut-être un peu plus. Parce qu'on a vu hier soir, au moment où ça comptait, au moment où il fallait répondre présent, les Hornets ont craqué, et notamment en fin de match. Le match a été très équilibré face aux Wizards, très serré jusqu'à la fin, et ils ont lâché dans les derniers instants. Ce qui fait que, voilà, à nouveau, si je dois me mouiller, je place Indiana. Ils sont à domicile en plus, Indiana, donc l'avantage du match à domicile.
Indiana passe ce tour-là. Charlotte sera en vacances, et puis LaMelo Ball sera sans doute un très très gros candidat au titre de rookie de l'année, qui se jouera sans doute entre lui et Anthony Edwards. Donc, si on résume sur nos deux previews, donc victoire de Washington, donc qui passe en playoff et qui ira affronter les Nets. Et puis on aurait un deuxième match de play-in, de play-in jeudi entre Indiana et Boston, cette fois-ci au TD Garden, mais on en reparlera en temps voulu. Voilà, c'est tout pour cette preview des matchs des play-in pour la conférence Est. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis à très vite pour l'autre preview. On va rester bien à l'antenne. On fera la preview de la conférence Ouest avec un match qui n'est pas un match de play-in, très clairement c'est déjà un match de play-off entre les Lakers et les Warriors. Merci à vous de nouveau et à très vite pour une nouvelle preview et un nouvel épisode du podcast de The Free Agent.